bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle séquence du Hub des territoires. Je suis doublement heureux de vous accueillir aujourd'hui puisque je le fais à la fois au nom de l'équipe du Hub qui ne peut pas être représentée par sa directrice aujourd'hui et au nom de l'équipe Petite Ville de demain qui a préparé cette séquence avec nos intervenants que je remercie encore très chaleureusement du temps qu'ils nous accordent. Je suis Franck Chéniaud, le responsable du programme Petite Ville de demain pour la Banque des Territoires. Et donc aujourd'hui, je vous accueille au Hub des Territoires qui, si vous ne le savez pas encore, est un espace d'échange et de collaboration mis en place par la Banque des Territoires un petit peu après sa création. Donc c'est en 2021 que le Hub a vraiment démarré. Et l'idée de cet endroit, c'est de permettre, comme vous allez le voir aujourd'hui, de l'échange, du partage, des synergies entre les acteurs publics et privés qui constituent ce que nous appelons notre écosystème, mais un bien grand mot pour désigner tous les partenaires avec lesquels nous sommes amenés à travailler dans les territoires pour accompagner la réalisation des projets des collectivités locales et de leurs opérateurs. Ce qu'on essaie de mettre en avant dans le hub, ce sont des clés pour passer à l'action, hein. On est vraiment orienté projet, on essaie d'être guidé par les résultats et par ce qu'on peut transformer dans les territoires avec les actions qu'on met en valeur. Et c'est un espace donc qui permet de créer des événements comme aujourd'hui, mais qui a aussi un rôle de contribuer à infuser les pratiques de co-construction, d'intelligence collective dans la maison. Et donc il y a aussi tout un rôle d'animation que cette équipe apporte aux différents services de la Banque des Territoires. Tous les événements du Hub sont filmés aujourd'hui aussi, hein. Il y aura une captation vidéo. Donc vous retrouverez l'événement d'aujourd'hui dans les replays sur le site internet de la Banque des Territoires. Et vous pouvez d'ailleurs y retrouver tous les épisodes précédents concernant les petites villes ou tous les autres sujets qui ont pu être abordés au Hub, et ils sont très très larges. Pour ne rien louper, le mieux, c'est encore de vous abonner à la newsletter du Hub si ça n'est pas encore fait, toujours sur le site internet. Ça vous permettra à la fois de retrouver facilement les replays et d'être bien au courant de toutes les prochaines séquences qui ne manqueront pas de suivre pour l'année à venir. Donc aujourd'hui, on vous propose, avec l'équipe Petite Ville de demain, un temps que nous avons modestement appelé quand le carbone finance vos projets. Donc c'est tout de même une certaine ambition. On est sans doute encore un peu au démarrage et aux amorces de tout ça, mais on voulait quand même affirmer clairement l'objectif qui est devant nous. Dans Petite Ville de demain, on est à un moment du programme, il y a un peu plus de 30 000 actions hein, qui ont été intégrées par les petites villes dans leur convention cadre de mise en œuvre du programme. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié de ces actions qui sont déjà en cours de réalisation. Et on voit bien, au fur et à mesure que les choses avancent, qu'il y a deux conditions de réussite assez essentielles quand même pour que ces actions puissent se transformer concrètement. La première, c'est sans doute de disposer d'opérateurs hein, avec lesquels travailler pour réaliser ces actions, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire en régie. Ces opérateurs, il faut qu'ils soient rapidement mobilisables, hein, efficaces, disponibles, avec un temps de réaction qui soit compatible avec le temps d'action qui est souhaité, qui soit porteur de solutions éprouvées, parce que c'est pas toujours. Alors, on peut avoir des démarches tout à fait innovantes, mais parfois on a besoin de choses qui vont un peu plus vite, d'être un peu rassuré sur le type de résultats qu'on peut obtenir, et donc plutôt de s'appuyer sur des solutions éprouvées qui vont permettre si ce n'est de répliquer, en tout cas d'adapter localement des solutions qui ont pu être vérifiées ailleurs, et donc ça donne de la solidité au projet. Le deuxième aspect pour avoir les conditions de réalisation des actions, c'est évidemment le financement, et donc optimiser le plus possible ces plans de financement dans une période, je ne vous apprends rien, où on est plutôt sur des mouvements de raréfaction de la ressource publique, et donc ça oblige à vraiment se poser la question de comment on finance les projets en allant chercher, y compris des sources de financement un peu moins habituelles ou un peu moins maîtrisées. Et c'est ce qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui, toujours dans cet esprit de transition qui est à la fois un objectif et un levier de développement, hein.
pas juste une contrainte ou un empêchement, mais bien un élan qui permet de s'inscrire dans des trajectoires durables sur les territoires. Les trajectoires durables, c'est d'abord et avant tout le souci de réduire ses impacts sur l'environnement, et en particulier les impacts en matière d'émissions de carbone, puisque c'est quand même la principale cause du réchauffement climatique que nous connaissons tous. Et donc c'est sans doute au cœur de cet aspect-là qu'il faut agir en priorité. Et donc on va voir deux leviers un peu modestes quand même, mais en tout cas qui sont des points de départ pour entrer peut-être dans ce sujet. Le premier, c'est au fond une manière de, de stocker, enfin réduire ses émissions de carbone. Il y a deux voies possibles, c'est stocker au maximum ou émettre moins. Et donc on verra dans une première séquence que Marc-Henri va animer tout juste après, on va voir comment autour des solutions construction bois, on a des éléments de réalisation des projets. Le bois est par nature un matériau qui stocke du carbone, et en plus il a des vertus qui ont des impacts plutôt positifs sur tout le côté émissif à la fois des chantiers et de l'exploitation, mais tout ça vous sera expliqué très professionnellement par d'autres que moi. Et puis le deuxième aspect, c'est tout ce qui va permettre finalement d'éviter, d'effacer, d'absorber des émissions de carbone. Et là, on verra que pour ça, il y a un outil qui commence un peu à se déployer, qui est le label bas carbone, et qui permet aussi d'accéder à des modes de financement en crédit carbone. Alors, tout ça est un peu nouveau et parfois un peu complexe, mais on va vous expliquer très simplement, à partir de deux exemples, comment cela peut être mobilisé, y compris dans les petites villes. Voilà, je ne suis pas plus long pour cette introduction. On est ensemble jusqu'à 12h30, et je vais céder la parole à Marc-Henri qui va animer la première séquence de ce hub. Bon Merci. hub à tous. Merci. Merci Franck. Donc pour cette première séquence dédiée à l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benoît Geste de l'entreprise BOA, donc un acteur de la filière de la construction et de la rénovation en ossature bois, qui nous présentera les solutions que son entreprise est capable de déployer, notamment dans les petites villes. Didier Sauvage, qui est en ligne, me semble-t-il, et qui nous partagera les enjeux de la construction bois, les impacts carbone et les impacts sur les coûts des constructions. Et enfin, Grégoire Chevillat du cabinet EY, qui nous donnera quelques exemples de financements mobilisables et qui ont été identifiés dans le cadre de PVD+. PVD+, un dispositif en partenariat avec la Commission européenne pour la recherche de financement vert. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Benoît. Merci, bonjour. Pour la présentation. Voilà, donc je représente le groupe BOA. Donc BOA est un constructeur de maisons d'ossature bois. D'accord, merci. Donc je représente le groupe BOA. Donc BOA, c'est un constructeur français, un industriel de la construction éco-responsable en ossature bois. Avec deux entités, une entité qui concerne BOA, qui était l'entité de départ qui concernait les constructions essentiellement de maisons, et BOA Pro qui va nous concerner aujourd'hui. Donc qui sommes-nous? Donc BOA, c'est comme je l'expliquais, c'est un groupe industriel français, c'est le plus gros outil industriel dans le terme de construction ossature bois, qui est basé en Alsace. Donc l'objectif, en fait, c'est d'avoir un système industriel qui permet de répondre à peu près tout type de projet. Donc chaque projet ayant ses besoins spécifiques, on va apporter tout ce qui va être expertise technique, tout ce qui va être créativité. L'objectif systématiquement, c'est d'avoir un niveau de qualité qui soit maximum et de répondre en respectant donc toutes les problématiques de budget, d'éco-responsabilité et de délai. Donc c'est un groupe familial qui existe, c'est un des plus anciens groupes industriels familiaux, qui existe depuis 1847. Aujourd'hui, il est toujours dirigé par la 6e génération. Donc on est arrivé au stade où on a un outil de production de très haute technologie qui fait plus d'1 hectare, qui est encore en train de s'agrandir. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir être
se spécialiser, donc tout ce qui va être conception pour les projets et accompagnement pour tous les projets de construction à dominante éco-responsable. Donc c'est un savoir-faire qui est français. Donc dans nos usines, on est basé en Alsace, on travaille en France avec des partenaires qui sont le plus français possible. On a une particularité qui est assez importante, c'est qu'on a un bureau d'études intégré de plus de 60 personnes, ce qui nous permet de pouvoir intervenir et de vous accompagner depuis la conception du projet jusqu'à la livraison et puis pendant toute la durée de la réalisation. On a fait faire un bilan carbone de la société puisque c'est vraiment une des valeurs et une des visions qu'on a envie de mettre en avant. Donc aujourd'hui, bon, sans rentrer dans le détail, hein, mais on est quasiment à 12 000 tonnes de CO2 en fait, qui ont été gommées de par l'activité et tout ce qu'on produit. Donc l'ambition, c'est réellement de faire ce qu'on appelle de la construction verte, vertueuse. Donc pour chaque projet, on va contribuer systématiquement à la préservation de l'environnement et des générations futures. Donc ça, c'est vraiment la vision du groupe. Donc les avantages de construire en bois, c'est qu'on va réduire l'empreinte carbone et de par la construction et puis dans le temps, on va optimiser tout ce qui va être consommation énergétique en utilisant des matériaux biosourcés, des matériaux qui vont être renouvelables, durables, en apportant de la performance et du confort. Les bâtiments en ossature bois ont un confort qui se différencie assez aisément d'une construction traditionnelle et avec des modèles qui vont être économiques de par l'optimisation et l'industrialisation de nos concepts de fabrication. On peut personnaliser au maximum tout ce qu'on va, chacun des projets en fait. Donc on peut aussi aller plus loin dans l'aspect environnemental. On peut installer des centrales photovoltaïques, des panneaux solaires. On peut s'occuper de la récupération et du retraitement de l'eau, des parkings filtrants, de la toiture végétalisée et encore beaucoup d'autres choses. Le gros plus, en fait, c'est qu'on va réellement avoir un impact carbone sur nos bâtiments qui est à minima supérieur de 20% par rapport aux attentes de la réglementation en vigueur. Et une construction en bois, il faut savoir que c'est 3 fois moins de CO2 au moment de la construction. Donc voilà, donc les partages d'excellence, innovation, la collaboration en permanence avec tous nos clients et l'agilité et la flexibilité dans la conception. Les engagements, on a 3 engagements principaux. Donc, au niveau du résultat final, ça va être un bien-être au quotidien. Donc, on va optimiser tous les aspects en fait lors de la conception pour l'usage du bâtiment, pour les consommations. On va pouvoir déterminer un certain nombre de finitions avec de la domotique, de l'imotique, enfin tout ce qui va permettre en fait d'optimiser tous les aspects d'impact environnemental et du bien-être intérieur à l'usage des bâtiments. Les plus qu'on peut rajouter sur certaines options, ça va être des espaces détente, on peut intégrer des zones de collaboration, certaines commodités particulières, des cafétérias, enfin tout ça on est en mesure de le prévoir avec toutes les normes en vigueur. Lors de la conception, on fait de la conception et de l'architecture sur mesure, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à toutes les contraintes du projet qui vont nous être présentées. On est même capable d'adapter notre propre système constructif et industriel pour pouvoir répondre au projet. Donc chaque projet a des exigences spécifiques et grâce à l'ossature bois et à notre industrialisation, on est en mesure de répondre à normalement la totalité des projets avec un niveau de personnalisation qui est très important, notamment par rapport aux espaces intérieurs, aux besoins de stockage qui peuvent être demandés, tout ce qui va être technique électrique, les systèmes de ventilation, toutes les normes en termes d'incendie, de RP, les équipements spécialisés qui pourraient être nécessaires et jusqu'à tout ce qui va être esthétique. Quoi qu'il en soit, systématiquement, on a un fil rouge, ça va être l'optimisation énergétique du bâtiment et l'optimisation des apports solaires. Le double intérêt, il est essentiellement au niveau financier derrière dans l'exploitation. On va avoir des bâtiments avec une double isolation, systématiquement 100% en bois, donc on est en laine de bois et en fibre de bois. On a une étanchéité qui va être renforcée et on a une structure de bois qui va isoler. Il faut savoir que le bois isole 10 fois plus que le béton. Le résultat qui est perceptible, ça va être des baisses de chaleur en été et des baisses des besoins de chauffage en hiver avec une température qui va être à peu près régulée sur toute l'année. Hop. Pardon.
Donc le concept, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir un chantier qui soit, entre guillemets, sans stress, avec une rapidité, une propreté du chantier, puisque tout ça, on a beaucoup moins de déchets, mais tout ça, c'est déjà pris en charge au moment de la conception et de l'organisation du chantier. On va avoir des dérangements minimums en termes d'impact sur l'environnement, on y reviendra un petit peu plus tard, et en termes de sécurisation du chantier et de l'environnement, puisque tout arrive déjà préfabriqué. Et surtout, on a un suivi permanent, donc on a un accompagnement, une collaboration permanente avec les MOE ou les architectes en charge des projets. On peut proposer des solutions qui soient clés en main, puisque via la préfabrication, on a déjà à prime abord le macro-lot sur tout ce qui va être ce qu'on appelle le clos couvert ou le hors d'eau hors d'air, et on est capable d'aller jusqu'à un produit totalement fini. Et de quoi qu'il en soit, de la conception du projet jusqu'à la livraison des lots sur lesquels on va intervenir, on aura un dialogue et un échange permanent. Le gros intérêt qu'on va avoir au niveau de la préfabrication hors site et de l'industrialisation, aujourd'hui on est confronté très régulièrement sur les chantiers publics à des appels d'offres qui vont être sélectionnés avec un coût généralement minimum, mais avec, in fine, quand on se rend compte et qu'on fait le bilan, la réception du chantier, qu'il y a eu beaucoup de travaux supplémentaires qui ont été générés. La préfabrication et l'industrialisation permet d'éviter ça, c'est-à-dire que le devis qui est présenté au départ sera le devis final. On a des prestations qui vont être très détaillées, très définies dès le départ. On a un respect des délais puisque tout est cadré, tout est préfabriqué à l'usine et livré sur place et assemblé sur place. Donc on est très rapide. Et encore une fois, une limitation des travaux supplémentaires. Donc voilà tout ce que peut proposer l'industrialisation et le système constructif que le groupe BOA peut apporter. Donc ça permet d'avoir une maîtrise sur les coûts, les délais, la qualité, la propreté et la sécurité du chantier. Là, c'est un exemple. Par exemple, dans le Doubs, on a une résidence senior. Donc, pour vous donner un ordre d'idée sur la rapidité, à partir du moment où les fondations ont été posées, on a été capable de poser 800 mètres carrés de murs en 48 heures. Donc là, c'était un très gros projet, mais ça donne une idée sur ce qu'on peut faire. Donc, on a 3 systèmes constructifs principaux. Les murs à ossature bois. Donc là, le projet type, ça va être tout ce qui va être petits bâtiments, donc maisons de santé, des crèches, des écoles, des petites écoles, des résidences seniors, des boutiques ou des petits centres commerciaux, des cantines, des bureaux. Enfin, on peut quasiment tout faire avec le mur en ossature bois à partir du moment où on ne dépasse pas. Alors là, il y a le R+1, mais c'est un rez-de-chaussée plus 2 étages. Donc on a une possibilité infinie de tout ce qui va être plan, etc. Et on a quasiment, tant qu'on respecte ces hauteurs-là, on n'a pas de limite. Donc, quelques exemples de projets. Donc là, ça a été une résidence logements sociaux qui sera livrée en 2026. Donc en termes de coût, on peut voir qu'on est autour des 2100 € hors taxe pour un bâtiment qui va avoir une performance énergétique au top de ce qui se fait aujourd'hui. Quelques exemples de choses qu'on fait régulièrement. Donc là, c'est un cabinet dentaire. Ça aurait pu être une maison pluridisciplinaire. C'est à peu près les mêmes structures. Là, on a une pharmacie sur laquelle on a ajouté par contre tout ce qui va être centrale photovoltaïque sur le toit. On peut voir aussi qu'au niveau de l'aspect extérieur, on a beaucoup de personnalisation possible. Là, on était sur un bardage qui a été peint. Là, c'est un exemple de commerce, de petits centres commerciaux qu'on est capable de créer aussi. Donc là, pour le coup, c'est un salon de coiffure. On peut le faire pour des petits bureaux, pour des petites agences, pour différents commerces. Là, c'est un exemple de résidence senior. Des maisons, donc là c'est un projet de maison autonomie qui va être fait dans un petit village où l'objectif par exemple c'est d'avoir des seniors qui vont venir s'installer, qui vont consommer dans les commerces du centre-ville qui va être à côté et puis de pouvoir derrière dans la foulée installer une maison médicalisée pluridisciplinaire pour faire venir tout ce qui est paramédical et redynamiser aussi la commune. Donc avec, c'est pareil en termes de performance énergétique, on est sur des murs, sur une résidence qui est 100% en bois, avec une végétalisation sur la toiture. Là, c'est une crèche, donc c'est des choses qu'on fait assez régulièrement aussi, qui sont assez plébiscitées. On a un deuxième système constructif qui est un petit peu différent, qui peut servir soit de construction, soit de rénovation, notamment pour l'isolation des bâtiments existants.
Donc là, on va avoir une structure sur laquelle on va venir apposer des façades en ossature bois. Donc le gros intérêt, ça va être, il y en a 3. Le premier, c'est la qualité de la performance énergétique, c'est-à-dire que les façades, on va venir les apposer directement sur un bâtiment existant. On va gagner beaucoup de temps, notamment en termes de sécurité. Ça évite d'avoir des échafaudages qui vont rester là pendant des semaines, voire des mois, sur une voirie passante ou qui peuvent être source aussi d'accidentologie. On conserve aussi l'exploitation du bâtiment si c'est dans le cadre de la réisolation d'un bâtiment qui est déjà existant, puisqu'on va venir apposer les façades avec les fenêtres qui sont déjà intégrées, le revêtement extérieur qui peut déjà être posé en usine, ce qui permet de continuer aussi l'exploitation de ce bâtiment sans être obligé d'évacuer pendant la durée des travaux. Les seuls délais sur lesquels on aura besoin d'intervenir à l'intérieur, ça va être de venir enlever les anciennes fenêtres et de faire une finition et de refaire une finition propre, mais le bâtiment sera déjà isolé. On l'utilise aussi pour certains bâtiments qui vont être d'envergure un peu plus importante. On va faire une structure soit en poteau poutre en bois, enfin sans rentrer dans la technique. On va déjà faire la structure et on va venir apposer ensuite les façades. Donc pour vous donner des exemples, là par exemple c'est une résidence senior en R+3 étages qui va être livrée en 2026. Là on n'a pas fait toute la partie intérieure, mais on est pareil sur un ordre de coût de 800 € hors taxe le mètre carré, ce qui est très très compétitif aujourd'hui. Ensuite, le troisième système constructif qu'on est en train de développer énormément, c'est tout ce qui va être module en ossature bois. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être des modules, des caissons qu'on va venir poser directement sur le chantier, qui vont être plus ou moins terminés. On peut avoir des modules qui vont faire juste le clos couvert, comme on peut avoir des modules qui sont déjà terminés et vous êtes quasiment prêt à utiliser, à exploiter les locaux. Au moment de la livraison, tout se fait à l'usine. Par rapport aux délais de construction qui sont habituellement déjà très rapides par rapport à la préfabrication et à l'industrialisation, là, les chantiers, on peut gagner 2 fois plus de temps, on peut diviser par 2 le temps de chantier. On va avoir différentes compositions, différents types de plans, ça c'est pareil, on va le concevoir en usine. On peut avoir des finitions qui soient clés en main dès la sortie d'usine. On a un service avec un bureau d'études qui est dédié pour ce type de chantier, ce qui fait que vous avez encore une fois un échange et une collaboration qui est permanente avec un interlocuteur unique. Et une nouvelle fois, les coûts finaux, puisque si on livre un chantier qui est déjà terminé, sont parfaitement maîtrisés, il n'y a aucune surprise. Les exemples qu'on peut faire, donc là on a eu c'est une petite maison mais qui sert d'habitat touristique, qui devait s'implanter dans un environnement très particulier. Et par exemple là on a un bâtiment qui fait 1500 mètres carrés, qui a été optimisé d'un point de vue technologique sur beaucoup d'aspects. Donc ça peut être un immeuble de bureau, un bâtiment administratif. Les intérêts de travailler avec BOA aujourd'hui, ce qu'on peut constater notamment sur la région Est, puisque c'est là où le groupe est implanté. Donc on a des projets qui respectent beaucoup de conditions qui sont forcément exigées pour obtenir des bonus et des subventions supplémentaires dans le cadre de la construction verte. Avec des matériaux qui sont biosourcés, avec des performances énergétiques qui sont nettement supérieures aux attentes de la réglementation. Donc on est capable de gérer tout ce qui va être gestion des eaux, tout ce qui va être matériaux biosourcés, performance énergétique, c'est notre quotidien. La végétalisation, implanter de la mobilité douce, des panneaux solaires ou photovoltaïques. L'objectif de tout ça, c'est de permettre en fait de pouvoir débloquer des fonds et des subventions sur tout ce qui va être les dispositifs à différentes échelles. Donc au niveau de l'Europe, il y a le FEDER, il y a le LIFE. Des dispositifs nationaux, donc quelques exemples. Le plus connu, ça doit être le feu vert, je pense. Après, il y a les DETR, DSIL. Bon, il y en a d'autres. Et puis des dispositifs aussi régionaux. En fonction des régions, vous avez aussi des subventions qui peuvent venir ou des augmentations d'enveloppe. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir vraiment des gains à tous ces niveaux-là. Et vous avez aussi des gains au niveau des intérêts intercalaires des financements. Après. Voilà. On a aussi, en termes de sécurité, on a des chantiers qui sont rapides, qui sont circonscrits, qui sont très organisés. Et notamment, on peut éviter un maximum d'échafaudage et d'implantation sur les voies publiques lorsqu'il y en a. Ce qui est assez apprécié d'ailleurs par retour d'expérience par les maires. D'un point de vue responsabilité. Et on a des chantiers qui sont aussi très propres puisqu'on a un minimum de déchets.
Donc, l'objectif de travailler avec bois aussi, c'est que lorsqu'on n'a pas la totalité des chantiers, on fait intervenir autant que faire se peut toutes les entreprises au niveau local, puisque ça fait partie des valeurs qu'on a envie de partager. Étant moi-même dans plusieurs commissions de la Fédération française du bâtiment, si il y avait besoin de trouver des artisans au niveau local, on est en mesure de mettre en relation les personnes via les caisses de Fédération française du bâtiment local aussi. Mais c'est quelque chose qu'on aime mettre en avant. On est assez fiers de notre savoir-faire français et c'est quelque chose qu'on souhaite faire développer le plus possible et qu'on fait d'ailleurs au quotidien. Donc il y a aussi un bénéfice dont on s'est aperçu et dont on n'a pas pensé forcément dès le départ, c'est aussi un avantage en termes d'image publique. En ce moment, la période s'y prête plutôt bien. Faut savoir que lorsqu'on va venir poser les bâtiments, les murs ou les modules, c'est un chantier qui est très rapide. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de mairies qui en font un événement et qui font de la communication dessus. On a des habitants qui sont souvent très agréablement surpris de par la rapidité, l'efficacité et puis la qualité de ce qui est fourni. On a un aspect des bâtiments qui fait l'unanimité systématiquement. Et puis lorsque les bâtiments sont livrés, on a aussi des retours comme quoi il y a un vrai confort, une vraie sensation de bien-être à l'intérieur des bâtiments. Ça, c'est dû en fait au bois. La pose des murs et des modules, c'est vraiment un événement. En général, il y a un vrai impact en termes de communication et surtout derrière, en termes de bilan, on a une maîtrise des coûts de construction et d'exploitation qui est réellement, surtout en ce moment, montrée comme une preuve de bonne gestion et d'efficacité. On a aussi des nuisances qui sont très faibles, c'est-à-dire que nous, quand on va intervenir, on intervient sur des périodes qui sont très rapides, très courtes, avec très peu de déchets, très peu d'impact au niveau sonore, etc. pour le voisinage. Et l'image éco-responsable est très plébiscitée, encouragée et très soutenue aujourd'hui, avec un impact carbone qui est vraiment maximisé. Donc si vous avez des questions, vous avez les coordonnées qui seront là, vous pouvez me répondre, m'envoyer un email. On me fait dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui est ouvert. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je prends une petite liberté, j'ai juste une petite question qui me vient et je profite de mon rôle d'animateur. Une collectivité qui vous donnerait un go pour un chantier, la pose du premier mur, un chantier moyen, sans problème, assez classique. C'est quoi? J'espère que je vous coince pas. Non, pas du tout. En fait, la phase chantier, une fois qu'on a toutes les validations administratives, le premier go va dépendre en fait du type de fondation qu'on va avoir, s'il y a des sous-sols ou des choses comme ça, ou des parkings qu'il faut prévoir. À partir du moment où derrière nous on va tout coordonner, on va faire en sorte au niveau de l'usine avec l'outil industriel que on va respecter dès que les fondations seront prêtes à accueillir les murs ou les modules. Derrière, l'objectif c'est d'optimiser. En termes ça peut donner une idée, le projet de résidence senior que j'ai montré tout à l'heure, c'est un projet qui a pris maximum le chantier terminé, livré, on est entre 11 et 12 mois. Merci. Voilà. Alors, pour la suite, normalement, on a Didier Sauvage de l'entreprise, du cabinet CETEC. Bonjour. Didier, oui, je te laisse la parole. Très bien, merci. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc, Didier Sauvage, je dirige le pôle bois construction du bureau d'études CETEC. Donc, nous sommes un bureau d'études d'ingénierie pluridisciplinaire indépendante et via ce pôle de construction bois, on essaye d'apporter des réponses à tous ces défis qui sont présents et à venir concernant la transition et le changement climatique. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, juste un petit rappel, cet objectif national de neutralité carbone en 2050, ça veut dire que normalement, il faudrait que chaque habitant en France émette l'équivalent de 2 tonnes équivalent de CO2. Sachant que malheureusement, on en est un peu loin, puisqu'aujourd'hui, on se situe aux alentours de 8-9 tonnes. Donc, ça veut dire que le chemin il est encore long, mais bon, c'est pas grave, on relève le défi. En tout cas, il y a des solutions, il y a des leviers. Il y en a 4 qui ont été identifiés au niveau de la filière bois. Donc déjà au niveau de la forêt, il faut savoir que notre forêt, elle stocke environ 10 milliards de tonnes équivalent de CO2.
donc à égale répartition entre les arbres et le sol. Ce qui est aussi bien, c'est que cette forêt, elle continue de s'agrandir chaque année. On verra après pourquoi. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est celui qui aujourd'hui va nous intéresser le plus, c'est le stockage externe dans les produits bois, c'est-à-dire que quand on prélève un arbre, qu'on le remplace évidemment, cet arbre qu'on va transformer, qu'on va mettre dans la construction, on va continuer de piéger, de stocker ce carbone qu'il a piégé pendant sa phase de croissance, donc aussi longtemps que le bâtiment sera debout. Il y a aussi un effet substitution de matériaux. On verra que partout où on peut remplacer des matériaux fossiles par des matériaux biosourcés, on a un gain à nouveau un certain montant de millions de tonnes équivalent de CO2. Et après, il y a le bois énergie, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Prochaine, s'il vous plaît. Donc la forêt, comme je disais, c'est notre premier puits de carbone. Donc elle s'est agrandie de 2 fois en surface en 2 siècles. Ça parce qu'on a un taux de prélèvement aujourd'hui qui se situe aux alentours de 60%, c'est-à-dire que sur peut-être 80-85% de ce qu'on pourrait prélever, on en prélève 60%. Donc ça veut dire que cette forêt, elle continue de s'agrandir, ce qui est bien. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'on a une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on pourrait prélever encore plus sans abîmer la forêt, étant entendu bien évidemment qu'on remplace chaque arbre prélevé. Donc ce taux, il est dû au fait que déjà, il y a 25% de la forêt qui est publique et 75% qui est privée. Donc ça veut dire qu'il faut aussi inciter un peu plus les privés à mieux exploiter leur forêt. On a aussi plutôt des feuillus que des résineux, alors que le marché est plutôt tourné vers résineux. Donc essayer de rééquilibrer un peu cette partition. Donc ça, il y a des études qui sont en cours, il y a plein d'essais qui sont en train d'être mis en place et dans les années à venir, je pense qu'on a en tout cas des pistes d'amélioration par rapport à ça. Voilà, et donc aujourd'hui, quand même, sur 100% de ce qui est prélevé, on a la moitié qui va déjà en bois d'œuvre, à savoir construction, ameublement, tonneaux, avec 90% des bois qui sont vendus, transformés, valorisés par des entreprises françaises, comme l'entreprise Bois. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que cette forêt, c'est déjà le deuxième puits de carbone après les océans. Aujourd'hui, c'est 9% des émissions de gaz annuelles en France qui sont stockées par la forêt, donc il faut absolument continuer de préserver ce trésor, entre guillemets, tout en continuant à bien l'entretenir et à en faire en sorte qu'elle continue à s'agrandir et en l'exploitant un peu mieux, comme je le disais juste avant. Dans les produits bois construction, c'est quand même 90 millions de tonnes qui sont stockées chaque année. Donc vous voyez qu'il y a un effet de substitution et stockage carbone qui est aussi un levier intéressant. Et à titre d'exemple, comme montrait Benoît juste avant, une maison à ossature bois de 81 mètres carrés, c'est 18,7 millions de tonnes de CO2 équivalent évité, sans compter le stockage carbone en plus du bois. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des leviers très importants et très intéressants, au-delà de tout l'écosystème que la forêt va générer, que je vais montrer juste après. Et donc la stratégie, c'est un peu celle des 3 S, donc séquestration, stockage, substitution. Prochaine. Donc le bois, comme je vous disais, cet effet de substitution, ici on a des petits graphiques, si je prends un exemple, le mur à ossature bois, tout simplement, c'est que pour 1 kg de mur à ossature bois mis en œuvre, on va éviter 1,5 kg de CO2 émis à la place d'un matériau fossile. C'est un peu comme ça qu'il faut voir ce graphe-là, avec différents produits qui ont été identifiés, le lamellé-collé, les planchers ossature bois, les portes, les escaliers, etc. Donc vous voyez que les produits bois amènent des solutions au-delà du stockage du carbone, des effets de substitution qui sont très intéressants. Prochaine. Donc, pour essayer de vous convaincre, donc ça c'est une étude qui est en cours chez nous en ce moment à Montpellier, où on a 2 bâtiments R+10 qui sont en cours de construction. À gauche, vous avez un bâtiment qui est tout en béton,
et à droite, vous avez le même bâtiment quasiment qui est en mix bois-béton. Donc, la comparaison, elle va se faire sur les niveaux supérieurs. Donc, c'est-à-dire que le bois-béton, il a le sous-sol et les 2 premiers niveaux et la cage d'escalier, le noyau central en béton. Et tout autour, on a un poteau-poutre en lamellé collé, des planchers en bois et des façades en ossature bois. Donc, en fait, ce qu'on va comparer ici, dans le schéma qui est sur la slide suivante, s'il vous plaît, c'est que si on met à part les noyaux béton, les sous-sols qui sont neutres finalement, et qu'on compare juste cette partie supérieure au-delà du R+2, donc le poteau-poutre bois, les planchers bois, les façades bois, entre les 2 bâtiments, ben, on a entre le bâtiment qui est tout béton, voilà, environ 207 000 kg équivalent de CO2, quand le bois, on est à 13 000. Donc ça, c'est par effet à la fois de stockage, de substitution et en prenant l'approche de calcul carbone de la RE 2020. Donc c'est pour vraiment vous montrer cet effet de levier qui est important avec le bois et le biosourcé. Prochaine. Donc ici, ce sont les résultats d'une étude sur l'année 2024 que je vous présente, qui ont été faits par l'Institut Paris Région sur des projets en Île-de-France. Donc qui montrent que, alors pour des bâtiments, à 79% pour des bâtiments collectifs, mais on a quand même des résidences étudiantes, des logements individuels, etc., qui montrent que quand même, jusqu'à R+2, R+3, on va rester très compétitif, on va se situer aux alentours de 1 500 € de coût de construction CHAB. Après, c'est vrai que l'effet hauteur va avoir tendance à augmenter un peu ce coût, mais vous voyez que jusqu'à R+6, on peut rester aux alentours de 2 000 €, ce qui reste, j'ai envie de dire, dans certaines régions encore acceptable. Et sans aller jusqu'à R+6, hein, si on reste en deuxième famille, donc c'est-à-dire que le plancher bas du dernier niveau, le plancher haut du dernier niveau est à 8 mètres maximum, on va rester largement en dessous des 2 000 €, hein, à 1 700, 1 800 € sans problème, un peu comme ce qu'a montré Benoît juste avant. Après, par contre, c'est vrai que dès qu'on passe en troisième famille, c'est-à-dire au-delà de 8 mètres, il y a un effet, comment on va dire, réglementation incendie aujourd'hui qui nous contraint un peu, parce qu'on doit protéger le bois du fait que le temps qu'on ait des études là, qui sont en cours par la filière bois, qui caractérise un peu mieux le comportement et surtout la contribution du bois à l'incendie, voilà, ça rajoute un peu de coût si on va au-delà de 8 mètres, mais c'est pas la majorité des projets bois, hein. Aujourd'hui, on est plutôt en dessous de 8 mètres. Donc, comme a montré Benoît tout à l'heure, on arrive à rester compétitif. Slide suivante. Ici, un autre graphe qui montre que pour un ratio médian qui se situerait aux alentours de 2 000 €, on trouve évidemment, donc ça c'est pour la performance thermique, hein, donc si on veut aller aux alentours de 30 à 50% plus efficace que la RT 2012, ce qui revient à dire la RE 2020 plus peut-être, on va se situer peut-être aux alentours du seuil RE 28. On a des coûts qui peuvent monter assez haut, hein, c'est vrai, à 2 800, mais on a aussi des coûts qui peuvent être en dessous de 2 000 €, hein. Vous voyez ici, sur 40%, on arrive à rester en dessous de 1 500. 30%, il y en a qui sont un peu plutôt à 1 600, 1 700. Donc c'est un peu cohérent par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à ce qu'a montré aussi Benoît juste avant. Next slide. Et après, pour tout ce qui est recours en matière biosourcée, là c'est pareil sur un ratio médian. C'est vrai que plus on va mettre de biosourcés, plus on a tendance à penser que la construction va être chère. Et pour autant, si on reste dans des filières, j'ai envie de dire, organisées, structurées, industrielles de type bois, mais pas que, hein, après des artisans savent très bien faire aussi, hein, avec des produits très bien caractérisés comme la fibre de bois, l'ossature bois, qui sont présents sur tout notre territoire. On arrive à maîtriser le coût, c'est-à-dire que pour des quantités de matière biosourcée jusqu'à 145 kg par mètre carré, on va se situer entre 1 500 et 2 000 € par mètre carré, ce qui reste
potentiellement peut-être un peu plus cher que la construction traditionnelle, mais on amène tellement de solutions vis-à-vis de ça en termes d'économie d'énergie et d'impact carbone que finalement, je pense que voilà, ça se regarde en tout cas. Et mon avis, c'est que de toute façon, on n'a pas trop le choix et qu'il faut poursuivre dans cette direction. Et je crois qu'après, c'est fini. Oui, voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ces informations vous seront utiles et vous aideront à vous lancer et à vous convaincre si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, vous avez mes coordonnées si jamais vous avez des questions ou des projets. En tout cas, on sera content de pouvoir répondre. Merci. Merci Didier. Donc, le bois, ça stocke du carbone. On maîtrise les coûts de construction, c'est pas beaucoup plus cher, et on gagne après à l'exploitation. Grégoire, je vous passe la parole sur le volet financement. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Merci déjà à la Banque des Territoires pour l'invitation. Moi, je représente le cabinet EY. On est un certain nombre de nos équipes à vous accompagner, les petites collectivités, petites villes de demain au quotidien, dans la structuration et structuration financière, la recherche de financement pour vos projets. Et donc aujourd'hui, on voulait effectivement illustrer à la suite des exposés de Benoît et puis de Didier, vous dire que une fois que les premières étapes sont posées, qu'on a retenu la solution technique, que voilà, votre projet est stabilisé, il y a effectivement la question du financement. Vous l'avez rappelé, Franck, au départ, c'est une question assez substantielle. Et donc vous rassurez aussi de ce point de vue-là en vous disant que des financements existent et on a des bonifications, comme tu l'as évoqué, pour construire de manière écologique en recourant à des matériaux biosourcés. Et donc les pouvoirs publics, que ce soit à l'ensemble des niveaux, État, collectivités, Commission européenne, soutiennent vos projets de rénovation, d'éco-construction quand vous faites appel et quand vous avez recours aux matériaux biosourcés et notamment au bois. Donc ce qu'on vous a préparé aujourd'hui, c'est une petite illustration de guichets que vous pouvez mobiliser. Alors évidemment, ce sera une liste non exhaustive. L'idée, c'était de pouvoir avoir des illustrations de différentes strates de guichets portées par différents opérateurs à différents niveaux que j'ai déjà évoqués. Évidemment, c'est compliqué d'être totalement exhaustif, puisque chaque région, chaque département, chaque EPCI, l'ensemble des territoires peuvent proposer des guichets pour aider les petites villes dans la concrétisation et le financement de leurs projets d'éco-construction. Donc c'est vraiment à titre illustratif. Évidemment, on est à votre disposition s'il y a besoin de creuser telle ou telle possibilité sur tel ou tel territoire. Ici, vous avez à l'écran la liste des guichets qu'on se propose peut-être de regarder ensemble aujourd'hui, avec 3 typologies de guichets. Des subventions, État, collectivités, fonds structurels européens. Des guichets aussi issus de fondations privées, faut pas les négliger. Il y a des fondations, ça s'apparente parfois à du mécénat, qui peuvent financer en partie vos projets d'éco-construction. On verra qu'il y a 2 exemples qu'on pourra passer tout à l'heure. Et puis évidemment, au-delà des subventions et puis des financements privés, des prêts. Alors la Banque des Territoires en propose un certain nombre, d'autres banques également. On se proposera de pouvoir illustrer quelques exemples également. Peut-être si on commence ici, alors je vais passer rapidement ici, puisque on peut en parler, c'est le FEDER en région Bourgogne-Franche-Comté, avec un guichet qui vise à promouvoir l'efficacité énergétique et la prise en compte des critères de qualité environnementale dans les bâtiments en rénovation, tout en favorisant le développement de filières en matériaux de construction biosourcés. Donc on voit bien ici qu'on reboucle avec les sujets qu'on a évoqués précédemment, avec des enveloppes qui sont quand même assez conséquentes, avec un certain nombre de critères d'ailleurs que je ne vais pas détailler ici, mais tout ça pour dire que par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez ici un guichet FEDER qui a été ouvert et qui aujourd'hui, depuis
depuis le 15 septembre 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, vous pouvez solliciter un financement pour vos projets d'éco-construction, d'éco-rénovation en lien avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a nécessairement, c'est un exemple, il y a d'autres régions qui proposent le même type de guichet. C'est illustratif ici pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais d'autres régions pratiquent la même chose. Un incontournable ici, tu en as parlé aussi Benoît tout à l'heure, l'aide aux maires bâtisseurs, le fonds vert 2025. Alors on approche évidemment, là on a déjà dépassé hier, parce que c'était le 15 décembre, la limite pour déposer des dossiers, mais voilà, c'est une enveloppe qui, modulo les discussions budgétaires en cours, et vous l'avez rappelé Franck, le contexte n'est pas forcément des plus simples, mais en tout cas voilà, il y a quand même tendance à ce que cette enveloppe soit prolongée. En tout cas, voilà, une aide qui, vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous, vous permet et appuie les maires bâtisseurs dans la mobilisation de fonds pour la construction notamment de logements sociaux. Et là, on retrouve bien cette logique de bonification, puisqu'on a une aide de 1 000 à 2 000 euros par logement, et encore plus bonifiée de 1 000 à 1 500 euros quand les logements font preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, avec un label bâtiment biosourcé qui est recherché. Donc encore une fois, ça répond bien à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à la fois toi Benoît et toi Didier. Je passais rapidement sur celle-là, voilà, pour vous dire encore, la région Grand Est, c'est le berceau de BOA. On en parlait tout à l'heure, mais il y a également d'autres régions qui proposent en direct des guichets. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui également a un guichet qui fait la part belle aux filières locales en demandant à ce que les projets éligibles soient alimentés en bois par des forêts ou des essences qu'on retrouve dans les massifs régionaux ou très limitrophes, ce qui permet là encore de structurer aussi les filières locales. C'est important, on le verra tout à l'heure dans les recommandations, les bonnes pratiques qu'on peut identifier, où cet aspect recours à des entreprises, à des matériaux très locaux au niveau de la région sont très valorisés. Je passe encore rapidement, même logique de bonus pour le département de la Drôme. Encore une fois, il y a plein d'autres départements qui peuvent proposer. L'idée, c'est de pouvoir vous donner des illustrations. Le fonds chaleur également, que vous connaissez, il se clôturera ici au 31 décembre 2025. On est plutôt sur une logique d'aide au financement de dispositifs de production de chaleur via le bois et la biomasse ici, cette fois-ci. Je parlais tout à l'heure, alors si on sort de la dimension publique des guichets, je parlais tout à l'heure des programmes plus privés, des guichets un peu plus privés, donc la Fondation du patrimoine, un guichet qui est fermé, mais pareil, c'est probablement un guichet qui a vocation à être pérennisé, en tout cas à être réouvert en 2026, où là encore, programme éco-restauration qui permet de financer quelques lauréats à hauteur de 500 000 euros par an, dans des projets qui rejoignent ce qu'on pouvait évoquer, alors avec une dimension patrimoniale un petit peu forte, mais en tout cas, voilà, on sait que dans les petites villes de demain, il y a aussi ce type de projets qui peuvent exister. Et la fondation, l'interprofession nationale France Bois Forêt, qui là encore a quelques enveloppes dédiées pour financer des projets exemplaires. Dernière typologie de financement disponible sur les prêts. Alors j'en évoquerai un qui est celui de la Banque des Territoires, financement de projets long terme pour la construction ou la rénovation énergétique des bâtiments, avec des conditions qui sont assez intéressantes, forcément, un financement jusqu'à 100% du besoin d'emprunt, des durées d'amortissement qui sont adapté à la vie, à la durée de vie des actifs que vous financez, qui peuvent s'étaler entre 20 ans pour les rénovations jusqu'à 60 ans. Donc vraiment des facilités très importantes ici, avec un taux assis sur le livret A, avec une marge évidemment. Au-delà de la Banque des Territoires, donc sur ce prêt transition énergétique et écologique, d'autres banques commerciales évidemment proposent des produits similaires. Et là, effectivement, on laissera chaque territoire, en fonction des spécificités locales, pouvoir contacter leurs interlocuteurs au niveau local. On voulait finir cette présentation en capitalisant aussi ce qu'on voit sur le dispositif PVD+. Vous en avez parlé tout à l'heure, Marc-Henri et Franck.
et on accompagne certains d'entre vous dans le cadre de ce dispositif. On voit quelques grandes tendances, quelques bonnes pratiques qu'il s'agirait de mettre en place pour pouvoir maximiser votre accès au financement. Et quand on parle de l'éco-construction, du recours aux matériaux biosourcés, il y a 4 grandes tendances, 4 grandes bonnes pratiques. C'est évidemment ce que je le disais tout à l'heure, l'utilisation de bois issu de filières locales, transformées localement. On voit qu'il y a beaucoup d'opérateurs de guichets qui mettent l'accent là-dessus, qui en font un critère, notamment quand c'est des régions, des départements qui proposent des financements. Donc, bien s'appuyer sur des fournisseurs au plus proche de votre territoire d'implantation. Deuxième point, maximiser l'intégration du bois et des écomatériaux dès le départ, au niveau dès la conception, pas attendre la fin du projet évidemment, puisque on a besoin, tu l'as rappelé, de pouvoir anticiper un certain nombre de points techniques, et donc il ne s'agirait pas simplement de rajouter un bardage à la fin. Vraiment, c'est dans la structure qu'il faut envisager les choses. Réfléchir aussi au-delà de l'éco-construction et du recours aux matériaux biosourcés à la performance énergétique globale du bâtiment, parce qu'on voit que vous avez certains guichets qui font de l'utilisation de bois un critère, mais il y a aussi des critères de performance énergétique du bâtiment à respecter, donc il faut bien à chaque fois cocher ces 2 critères-là. Et puis enfin, il y a quelques projets où là vous pouvez aller chercher encore plus de financement, notamment sur des subventions. C'est quand vous croisez l'éco-construction, le recours à des matériaux biosourcés avec, par exemple, une question d'accessibilité sociale, ou quand on a, par exemple, l'éco-construction dans le cadre de construction de logements sociaux, et ben là, on peut avoir double bonification pour aller maximiser et optimiser vos plans de financement. Donc voilà les 4 grandes bonnes pratiques qu'on peut observer aujourd'hui et que vous pouvez mettre en œuvre dans la conception et les plans de financement de vos projets. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Je vais laisser la place pour la séquence suivante à Marie-Charlotte. On est dans le timing, donc il n'y a pas de souci. Très bien, merci. En fait, pour rebondir aussi sur la partie financement, il y a aussi les charges d'exploitation dont il faut tenir compte, puisque faut pas oublier, ce sont des réductions de charges par rapport à une construction traditionnelle qui vont se traduire par des économies au quotidien, et ce sur plusieurs années. Donc, dans le cadre de la construction, il y a aussi en termes d'exploitation et d'entretien, ce sont des bâtiments qui vont apporter des économies systématiquement et régulièrement sur du long terme. Et des gains de confort. On en parlait en préparant l'atelier, notamment l'été. Été, hiver, le débat des écoles, par exemple, qui ne sont pas climatisées ou qui ont du mal à être chauffées l'hiver. C'est un débat qui n'existe plus avec des constructions telles qu'elles sont faites aujourd'hui. Qui ne sont pas forcément objectivées, mais qui sont des éléments qu'il faut vraiment avoir en tête au moment de la construction des bâtiments. Merci beaucoup. Merci. C'était très clair pour la présentation de ces solutions de construction qui présente vraiment un certain nombre d'avantages, d'intérêts. Vous l'avez parfaitement démontré, tant en termes de confort que d'impact, bien sûr, écologique, d'effets leviers sur les filières locales, sans présenter de surcoût à l'investissement pour autant, et avec des gains visés à l'exploitation sur le long terme. Par ailleurs, Grégoire l'a montré, il existe des dispositifs financiers dédiés à ce type de solutions. Mais si on souhaite dépasser un petit peu ces dispositifs classiques qui relèvent souvent surtout des subventions, des prêts ou des fondations ou des mécénats, il existe aussi d'autres modes de financement assez nouveaux, nés de la nécessité de décarboner notre économie. Et c'est ce que je vous propose d'explorer maintenant dans le cadre de cette deuxième séquence qui va tourner autour d'un dispositif tout à fait nouveau qui s'appelle le label bas carbone. Donc le label bas carbone initié en 2019 par le ministère de la Transition écologique, qui vise tout d'abord à évaluer et à certifier les projets visant à stocker et à réduire les émissions de carbone. Et c'est un label qui permet également à ces projets, une fois qu'ils sont certifiés, de bénéficier de fonds privés via des entreprises donc engagées dans une démarche volontaire de contribution carbone.
Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure en détail. En tout cas, c'est un dispositif qui a un double avantage. Pour les territoires, ça permet de financer les initiatives locales, et pour les entreprises, ça leur permet de contribuer à la transition écologique tout en s'investissant dans l'animation du territoire sur lequel elles sont implantées. Alors, il existe un certain nombre d'initiatives tout à fait intéressantes qui couvrent des champs assez divers, allant de l'agriculture à la forêt, au transport, jusqu'au bâtiment. Et ça a bien évidemment suscité toute l'attention de la Banque des Territoires. Et c'est donc dans le cadre de Petites Villes de demain, la Banque des Territoires accompagne 2 dispositifs très différents qui couvrent des champs particuliers. Le premier étant la démarche Ville Arborée, portée par la Société Forestière, qui vise à accompagner et à financer les projets de végétalisation de l'espace public. Et le deuxième dispositif, c'est le concept de proxy-travail, porté par Relais d'entreprise, qui propose une alternative au déplacement et au télétravail, en soutenant le développement d'espaces de coworking dans les centres-bourgs. Donc voilà pour une petite vue globale. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Antoine Deza et Thomas Robinet, donc de la Société Forestière, qui vont nous présenter la démarche Ville Arborée et ses intérêts pour les petites villes notamment. Eh ben, merci beaucoup. Donc effectivement, donc Thomas et moi, nous sommes à la Société Forestière, donc une filiale du groupe Caisse des Dépôts, et qui donc, par nature et historiquement un gestionnaire forestier, mais qui intervient aussi donc beaucoup, comme l'a dit Marie-Charlotte, sur le label bas carbone. On est le deuxième acteur du label bas carbone en nombre de tonnes labellisées sur le secteur forestier. Et puis on a un acteur important aussi du développement du label bas carbone à travers la rédaction de méthodologies. Et on va l'illustrer juste après. Donc on intervient notamment sur la partie urbaine. Donc en fait, nous on a voulu contribuer donc à la rédaction d'une méthode qui s'appelle Ville Arborée, donc la partie urbaine comme j'expliquais juste avant, qui vise à permettre la labellisation de projets de plantation d'arbres en ville, ville. Tout type de ville dès lors qu'elles sont situées sur une unité urbaine au sens de l'INSEE, et donc à évaluer ces projets et à les faire labelliser pour émettre des crédits carbone et éventuellement donc bénéficier de financement. Ça, c'est le cadre. Cette méthode, elle a été approuvée fin 2023, donc elle fête ses 2 ans ce mois-ci. On en a été les rédacteurs, on en est aujourd'hui l'un des opérateurs, mais c'est une méthode qui est publique. On n'est pas du tout le seul acteur à se l'approprier et à l'appliquer auprès de projets. Et ce qui nous a intéressé, c'est que donc, dans le développement de la méthode et de l'activité label bas carbone autour de la méthode, on a commencé par accompagner des villes plutôt moyennes, voire grandes, d'autres types d'acteurs aussi urbains. Et on s'est demandé, en discutant notamment avec l'équipe de Petites Villes de demain à la Banque des Territoires, si cette méthode pouvait avoir un intérêt aussi pour les petites villes de demain. À plusieurs égards, du point de vue des typologies de projets, c'est-à-dire la taille de projet. Est-ce qu'il y a des projets de végétalisation suffisamment importants ou conçus pour pouvoir prétendre au label bas carbone, et d'autre part, pour intéresser des financeurs. Dans ce cadre, on a noué donc, un partenariat d'expérimentation qui vise à accompagner une quinzaine de communes porteuses de projets dans la labellisation de ce projet, donc, qui est subventionné par la Banque des Territoires, et qui après donc, est accompagné par nous jusqu'à la recherche de financeurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre sur cette expérimentation et de comprendre voilà, si ça a un intérêt, et surtout comment est-ce qu'on peut créer après des synergies entre des porteurs de projets, collectivités locales de petite taille, et des financeurs. Donc ça, c'était le cadre. La méthode, on l'a voulu assez exhaustive dans les typologies de projets éligibles. Donc on a tout type de projets en fait qui sont éligibles à la méthode, et notamment beaucoup de typologies qui sont celles que peuvent porter des petites villes de demain. Donc par exemple des végétalisations en berges de cours d'eau, des abords de terrains sportifs. On n'y pense pas souvent, mais en fait c'est souvent des zones très engazonnées et très soumises à l'effet d'îlot de chaleur urbain, par exemple. Des parcs et jardins, des places en cœur de ville, des chemins communaux ou encore des voies cyclables qui se connectent souvent des villes entre elles. Donc voilà, un exemple de typologie de projet. Il faut juste avoir en tête qu'il y a une taille minimale de projet pour pouvoir rentrer dans les critères d'éligibilité de la méthode.
il faut que ce projet séquestre 25 tonnes sur 25 ans, donc tonnes équivalent CO2. Donc en fait, ça correspond à peu près une cinquantaine d'arbres plantés, si vous plantez en pleine terre, par exemple. Et grosso modo, à une vingtaine d'arbres plantés si vous avez une action de désimperméabilisation sur à peu près 1000 m². Donc en termes d'échelle, une cour d'école n'est pas suffisante, souvent, pour être éligible. Mais ce qu'on a fait, quand on a rédigé la méthode, c'est qu'on a rendu possible les projets collectifs. Donc un ensemble de cours d'école ou une cour d'école et un autre projet attenant sur un même territoire peuvent constituer un projet collectif et permettre de dépasser ce seuil de 25 tonnes et donc de rendre éligible le projet. Voilà, donc c'est vrai, on a voulu être vraiment le moins prescriptif possible, le plus englobant pour accompagner les projets. L'idée étant après de les évaluer pour les co-bénéfices qu'ils apportent. Donc, Thomas l'illustrera après, mais biodiversité, rafraîchissement urbain, gestion de l'eau, qualité de l'air et santé. Et donc de pouvoir avoir ce regard holistique sur les projets, leur qualité et bien sûr leur potentiel de séquestration carbone et d'attirer des financeurs. Un petit point de calendrier sur qu'est-ce qu'un projet label bas carbone en termes de calendrier, dans quoi ça s'inscrit. Donc le plus important étant que le projet ne doit pas avoir été planté pour être éligible au label bas carbone, sinon c'est trop tard. Il faut pouvoir donc d'abord tester son éligibilité au point de vue donc, du critère des 25 tonnes et de quelques autres critères, d'avoir évidemment l'accord, la validation politique et administrative de la part du porteur de projet. Et puis, dans le cadre de notre expérimentation, l'accord de la Banque des Territoires pour accompagner le projet dans l'expérimentation. Et puis ensuite, si ces accords-là sont réunis, si les conditions sont réunies tous ensemble, on peut donc notifier le projet, nous, Société Forestière, donc, auprès de l'autorité, donc ce sont les DREAL en fait, qui sont les autorités instructrices du label bas carbone en région. C'est-à-dire qu'on notifie, donc en fait on fait une demande d'intention, on déclare que la collectivité a l'intention de porter un projet, et après les travaux peuvent commencer immédiatement, et on a 1 an pour monter le projet, donc c'est-à-dire collecter les pièces. Donc c'est-à-dire que le projet n'est pas obligé d'être finalisé à ce moment-là. On a vraiment le temps d'affiner le projet, et c'est bien le porteur de projet qui est maître de son projet qui a le temps de l'affiner. Ensuite, vient la phase donc, du dépôt, une instruction par la DREAL jusqu'à la labellisation, et puis une contrainte réglementaire imposée par la label bas carbone, c'est celle de réaliser des audits. Donc nous, quand on a rédigé la méthode, on en a imposé 3. En forêt, par exemple, il n'y en a qu'un à 5 ans. Et ça, c'est lié notamment à finalement l'absence de certitude concernant l'évolution du patrimoine arboré en ville. On a besoin d'avoir des garanties sur le fait que telle essence plantée dans tel contexte urbain va bien se développer conformément au modèle qu'on a mis en place avec Thomas. Dans tout ce temps-là, d'instruction, de montage de projet, etc., dès lors qu'on est sûr que le projet est éligible et va être labellisé, on peut aller chercher des financeurs. On n'est pas obligé d'attendre que le projet soit labellisé. On va l'illustrer juste après. L'intérêt, en fait, c'est pour certains projets, certaines communes n'ont pas les moyens d'enclencher leur projet. Ils nous disent, allez chercher un financeur et alors je pourrais planter mes arbres, végétaliser mon espace dédié au projet. Donc, on peut vraiment aller chercher des financeurs qui vont permettre de débloquer le projet. D'autres fois, c'est l'inverse. Le projet va se faire et on va chercher des financeurs un peu après les travaux, etc. Ce qui est important, c'est la dernière ligne, la ligne gouvernance, qui a besoin d'une validation politique. C'est une décision au conseil municipal qui permet d'engager le projet. Et surtout, c'est l'aspect qu'on a appris notamment avec cette expérimentation, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait un portage politique aussi dans la recherche de financeurs. Parce qu'on va le voir après, l'idée c'est vraiment après de créer des synergies publiques-privées entre une collectivité qui porte un projet et un financeur ou des financeurs du territoire. Donc ce projet doit être porté. C'est pas d'un coup d'un seul, je prends une décision et après je laisse faire la Société Forestière dans le montage du projet. Voilà, s'il y a des questions après, bien sûr, on se fera un plaisir d'y répondre, mais on va avancer sur la partie plus illustrative. Juste avant, quand même, on parle d'un outil de financement. Donc, à quoi ça correspond, quel financement on peut espérer. Alors, premier point très très important, c'est que tout ça, c'est du gré à gré. C'est pas de la subvention. Donc on ne peut pas prétendre à une enveloppe type de 20-30% et on sait qu'on obtient ça en fonction d'une instruction de la part de nos services ou je sais quoi. C'est vraiment du gré à gré, c'est pas non plus du mécénat, c'est-à-dire que ça ne donne pas droit à tes fiscalisations de la part des financeurs. C'est un contrat entre un financeur qui est intéressé pour acheter des crédits carbone et un porteur de projet qui en émet via son projet.
Ce que ça veut dire, c'est que le montant, du coup, il est variable. C'est la rencontre entre un porteur de projet qui a un besoin de financement et un financeur qui a un besoin à financer, un besoin à compenser, si vous voulez. Donc cette rencontre-là, elle peut se faire selon plusieurs critères. Des enveloppes budgétaires, des objectifs de compensation, des coûts de projet pour le porteur de projet, tout ce genre de choses. L'autre point important, c'est que comme c'est du gré à gré, les collectivités, les porteurs de projets, ils peuvent enregistrer ces recettes soit dans leur budget d'investissement, soit dans leur budget de fonctionnement. Ça veut dire que c'est un financement, et c'est le seul aujourd'hui financement sur la nature en ville, qui permet de financer un budget de gestion des espaces verts. Souvent, on plante, mais après, on entretient à ISO budget. Or, voilà, le label bas carbone permet ça. Donc là, 2 illustrations, puis après je laisse la parole à Thomas. 2 illustrations sur 3 typologies de projets. Des projets assez simples où on va planter en pleine terre, on arrive à couvrir 50 à 60% des coûts investissement et gestion compris sur 5 ans. Et sur des projets plus lourds en termes de travaux, c'est-à-dire avec de la désimperméabilisation, donc beaucoup plus coûteux, là on est plutôt sur des ratios de financement de 15 à 20%. Donc ça c'est empirique, hein, c'est pas une promesse, mais en tout cas c'est ce qu'on arrive à faire financer sur certains des projets qu'on accompagne. Voilà, ce qu'on va illustrer maintenant, c'est les premiers retours sur l'expérimentation. Et du coup, je te laisse la main, Thomas. Oui, merci Antoine. Du coup, le travail qu'on a pu effectuer d'avril à août de cette année, c'est un gros travail d'identification des collectivités porteuses de projets potentiels au sein des PVD. Donc sur les 1600 communes PVD du programme, 1154 sont éligibles parce que classées unités urbaines. Et donc, parmi ces communes-là, l'idée, ça a été effectivement d'aller identifier les communes engagées dans la transition écologique, l'adaptation au changement climatique, de s'attacher à relever des projets qui effectivement respectent les critères d'éligibilité. Et parmi les 70 communes et intercommunalités consultées jusqu'à aujourd'hui, et on a pu effectuer une 50aine d'entretiens préalables dans cette période-là, et on mène aujourd'hui, on a engagé du coup aujourd'hui 4 projets, 4 communes dans la démarche. Donc la ville de Dormance en Champagne, Granville, donc ces 2 communes que je vais détailler juste après, et Fronton en Occitanie et Saint-Jean-des-Guérets en Bretagne. Et donc pour Granville, donc c'est un projet qu'on est en train de donc ces 4 projets-là sont éligibles, ils ont été validés par la Banque des Territoires. Et donc le projet de Granville est en cours de montage de projet. C'est un projet qui voilà, on va être Antoine vous parlait du seuil des 25 tonnes de CO2 équivalent calculé sur 25 ans. On est sur des projets qui sont à peu près de ce niveau-là, hein. Donc là, on est à 40 tonnes. D'ailleurs, les dernières estimations sont plutôt en dessous de 40 tonnes. Séquestré sur 25 ans. C'est les plantations qui sont en cours. Enfin, les travaux sont en cours dans cet hiver, qui seront terminés à la fin de l'hiver, sur une surface de 6 000 m². Donc là, il y a c'est un projet de désimperméabilisation massif et de végétalisation du centre-ville, réellement. Donc il y a déjà une première partie du projet qui a été réalisée, qui ne sera pas labellisée puisque déjà accomplie, donc c'est le cours Jonville. Et à Tenant, il y a effectivement un grand parking qui était entièrement imperméable, de 6 000 m², qui est entièrement désimperméabilisé. Donc on sera sur 100% de surface perméable, avec de l'enrobé notamment perméable, et avec l'installation effectivement de plus de 60 arbres et des massifs arbustifs en pourtour pour réduire l'îlot de chaleur et créer même des zones de fraîcheur. La particularité, on est sur un budget d'investissement de 100 000 € sur le lot espace vert et de plus d'1 million sur l'ensemble des travaux sur ce parking-là, donc cette deuxième tranche. Et donc ce qui est intéressant, et je reviendrai après, c'est qu'il y a effectivement, donc on est dans le centre-bourg, mais donc il y a un bureau de poste qui était attenant finalement à ce parking-là. Et donc ça a particulièrement intéressé financeur qui est la Banque Postale, en l'occurrence, pour ce projet. Et donc qui finance les recettes qui finance les coûts de gestion sur les 5 premières années du projet. Et donc on voit, on a une représentation graphique finalement des bénéfices, des co-bénéfices. On parle du carbone, mais en fait c'est pas l'intérêt principal dans des projets urbains. C'est réellement les co-bénéfices, donc sur la biodiversité, la qualité de vie santé, le rafraîchissement urbain et la gestion de l'eau.
Donc là, c'est une illustration, ce n'est pas l'évaluation du projet en l'occurrence, mais l'idée, c'est d'évaluer un certain nombre d'indicateurs, il y en a 20 au total, et qui permettent d'objectiver la qualité du projet. Donc ça, c'est un intérêt déjà pour montrer le travail qui est accompli par le porteur de projet, les collectivités, objectiver finalement la qualité de leur projet. C'est une évaluation qui est reconnue aussi dans la labellisation. Et qui permet également un échange avec le financeur. C'est aussi cette qualité-là que le financeur finance en quelque sorte. Et donc, autre point important, c'est le calendrier qui finalement pour ces deux projets, je parlerai aussi de Dormance juste après, mais qui était assez serré, dans un premier échange en septembre pour des débuts de travaux 2 mois plus tard et une notification de financeur également 2 mois après le premier échange. Donc là, on est vraiment sur un timing assez serré, mais qui est pas du tout impossible. Et donc finalement un projet qui sera labellisé d'ici quelques mois, déposé et labellisé d'ici quelques mois. Et donc sur le projet de Dormance, donc en Champagne, on est sur plutôt un projet en zone naturelle, donc dans le parc du château de la ville, des renouvellements d'arbres dépérissants notamment, et de la densification sur des zones enherbées, sur une surface de plus de 2 hectares, et des plantations qui s'étaleront entre cet hiver et l'hiver prochain. On est sur un budget d'investissement un peu plus réduit, donc ça c'est assez classique lorsqu'on plante en zone naturelle. On a uniquement la fourniture et la plantation des végétaux, et évidemment ensuite l'entretien qui interviendra. Donc ce projet-là, il est également financé par la Banque Postale. Et donc, voilà, une évaluation est faite de la même manière. On sera sur l'espace naturel un peu meilleur, on va dire, en évaluation, puisqu'on part effectivement avec moins de contraintes. En termes de calendrier, tout s'est fait également en 4 mois, alors, sachant que le projet sera également labellisé sous 2-3 mois. Mais ce que vous remarquez, c'est qu'effectivement, dès lors qu'on a pu vérifier l'éligibilité du projet, on a très rapidement proposé ce projet-là à des financeurs. Et donc, le projet, en 4 mois, a été financé. Vous voyez aussi que la délibération conseil municipal a été assez rapide, finalement, après le premier échange. Premier échange qui a permis effectivement de présenter la méthode, d'échanger techniquement sur la validité du projet et sur le process. Donc, c'est des choses nouvelles, le label bas carbone pour ces collectivités-là. Et donc, finalement, une identification de financeurs concomitante avec le début des travaux. Peut-être juste pour passer à la conclusion sur ce début d'expérimentation. Déjà, on remercie les communes de nous avoir fait confiance et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elles travaillent vraiment avec nous. Donc on allait chercher le financeur à la Banque Postale, mais on essaye de chercher d'autres financeurs locaux. Et le financement de la Banque Postale nous permet aussi donc d'avoir un argument sur un premier financeur pour dire à d'autres financeurs plus territoriaux, regardez, des acteurs nationaux qui sont importants sur le label bas carbone nous font confiance. Donc peut-être qu'on peut aussi vous mobiliser, vous, sur le financement du projet. Et puis, c'était 2 illustrations assez intéressantes parce que Grandville, le projet était déjà engagé et des travaux allaient commencer, donc le budget d'investissement était déjà voté, et on vient vraiment apporter un financement de fonctionnement. Tandis que pour Grandville, pour Dormans, c'est l'inverse. C'est le financement de la Banque Postale qui permet au projet de se faire et de l'accélérer. C'est un projet qui était dans les tuyaux depuis longtemps. Juste pour conclure, donc nos 3 enjeux aujourd'hui, c'est de faire labelliser les 4 projets qu'on accompagne, d'en obtenir donc le label bas carbone. On souhaite accompagner d'autres petites villes de Marne, on discute encore avec à peu près 4 ou 5 qui pourraient s'engager. On est dans un calendrier qui n'est pas évident parce que l'élection municipale approche. Donc des beaux projets ont déjà été faits et d'autres sont dans les tuyaux pour une prochaine mandature. Ce qui n'empêche pas d'engager un projet qui pourrait se faire fin 2026 et tout à fait éligible aujourd'hui. Et puis au-delà de l'expérimentation, nous ce qu'on souhaite c'est donc que tout type d'acteurs puisse s'engager dans cette démarche, à la faire vivre, et puis à vraiment capitaliser sur ces retours-là entre stratégie gagnant-gagnant entre des porteurs de projets et des financeurs. L'objectif, c'est bien de financer l'adaptation au changement climatique à travers cet outil. Et donc, on trouve que cet outil est assez innovant, notamment du point de vue du financement du fonctionnement des projets.
Et merci. Et merci également. Donc je rappelle, effectivement, vous l'avez dit, la possibilité d'avoir une approche en projet collectif, donc de cumuler plusieurs espaces. N'hésitez pas, si vous pensez cocher des cases, à nous solliciter. Sans plus attendre, parce que l'heure tourne, merci beaucoup en tout cas. Je me tourne vers Dominique Valentin. Est-ce que vous êtes bien en ligne pour nous présenter? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je vous laisse tout de suite la main pour nous présenter le Proxy Travail. Oui, merci beaucoup et ça permettra également d'évoquer une autre utilisation du label bas carbone. Donc déjà le Proxy Travail, pour rappeler effectivement déjà un peu la genèse, donc la prochaine diapo qui permet effectivement de s'appuyer sur une tendance post-Covid, donc la montée en puissance du télétravail. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que le domicile n'était pas forcément la solution idéale. Et on a aussi un certain nombre de communes, et notamment des communes qui voulaient échapper au phénomène dortoir, qui se sont dit qu'il serait pertinent de proposer des espaces de travail, et notamment aménagés dans d'anciens bâtiments. Relais Entreprise, que j'ai créé maintenant il y a un peu plus de 13 ans maintenant, est spécialisé dans l'accompagnement des collectivités, dans le dimensionnement de ce qu'on appelle les tiers-lieux au sens large, mais plus précisément les espaces de travail à usage flexible, coworking. Et au-delà de cette expertise, on est déjà la première enseigne nationale d'espace de télétravail en milieu rural et périurbain. En fait, c'est une enseigne dite volontaire qui donne de la visibilité et la lisibilité à ces espaces. Et notamment, on va le voir après, avec un principe de valorisation des kilomètres non parcourus. Et la Banque des territoires, donc voyant ces deux aspects, à la fois une tendance très forte et un acteur privé qui était déjà positionné sur ce sujet-là, a souhaité et a effectivement mis en œuvre ce programme d'expérimentation pour les Proxy Travail, dont les objectifs, diapo suivante, 4 objectifs. Donc, permettre vraiment d'éviter le sentiment d'isolement des télétravailleurs et surtout l'iniquité sociale, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir travailler dans de bonnes conditions à la maison. Faire en sorte que ces espaces puissent trouver leur modèle économique au-delà des subventions que certains espaces ont pu bénéficier, que ce soit pour l'investissement, voire pour certains dans les lieux un peu hybrides qui intègrent des dimensions d'économie sociale et solidaire, un peu de subventions. Mais l'idée étant de pouvoir accueillir des salariés et des employeurs qui soient en mesure de payer des bureaux pour leurs collaborateurs et donc de contribuer à la viabilité de ces espaces. On va l'évoquer juste après par rapport à la fragilité qu'on a pu observer. La notion de développement durable, la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas. Et l'approche de ces bureaux de proxy travail, donc cette mobilité choisie à 2 pas plutôt que celle subie à 7 lieux, c'est véritablement ce qui se cache derrière ce terme de proxy travail. Et en même temps, on sait très bien que l'on consomme non pas là où on habite, mais là où on travaille. Et le fait de rapprocher l'emploi de l'habitat permet de soutenir les commerces de centre-bourg. Et on avait pu nous mener des études qui a démontré cette étude qu'un salarié qui se rend dans un espace de proxy travail consomme davantage que lorsqu'il est en télétravail à domicile, où il aura tendance à grignoter un truc dans le buffet plutôt que d'aller à la boulangerie. Et je sais qu'il commence à faire faim, donc je ne vais pas parler de boulangerie. Donc le programme Proxy Travail, c'est un dispositif visant à soutenir 30 espaces. Donc on va le voir après dans le résultat, mais on a effectivement une prise en charge de la Banque des territoires sur le droit d'entrée et l'année d'adhésion, puisque nous sommes un acteur privé et notre modèle économique, c'est effectivement à la fois de couvrir le coût de mise en place de cette intégration des espaces dans notre réseau et en même temps de pouvoir avoir un budget d'animation de ce réseau. Donc c'est 1 500 € de droit d'entrée, c'est du one shot, et ensuite 160 € hors taxe par mois. Et donc la Banque des territoires a décidé de prendre en charge donc ces budgets pour 30 espaces situés dans des communes labellisées Petites Villes de demain. Donc on a enclenché le dispositif en janvier de cette année. Et sur les 30 places, on est assez content puisque on a aujourd'hui 28 candidatures confirmées, 27 en Hexagone et 1 en Guadeloupe, à Morne-à-l'Eau. Une candidature que je viens d'envoyer ce matin, qui est la candidature de la communauté d'agglomération de Dinan, qui est donc de fait en phase de validation, puisque chaque candidature est validée par les responsables régionaux. Et il nous reste une place donc subventionnée, donc pour lequel on a une candidature, mais là elle est un peu en discussion, mais sinon il reste une place. Donc s'il y a des collectivités qui
regardent ce hub, ben, effectivement, elles seront les bienvenues. Donc ça permet, autre diapo, donc c'est 29 et bientôt 30, de renforcer un maillage national que nous avions déjà, donc exclusivement en dehors des métropoles, hein, c'est important. La signature de Relais Entreprises, c'est acteur du rééquilibrage des territoires pour une meilleure qualité de vie. Et on avait déjà une forte représentation sur l'Occitanie autour de Toulouse, puisque nous sommes nés à 50 km de Toulouse. Hein, l'aventure est née un jour où j'étais coincé dans les embouteillages. Donc un maillage qui s'est renforcé. Qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? Prochaine diapo. Donc les premiers constats, puisqu'on fait un audit, quand on a un nouvel espace qui rejoint le réseau, c'est qu'on a beaucoup d'espaces qui ont ouvert, mais sans véritablement dynamique. Combien de fois je dis que non, le moyen, ce n'est pas l'objectif, et l'aventure ne démarre pas lorsque on a fait, enfin l'aventure ne se termine pas lorsqu'on a fait l'inauguration, au contraire, elle démarre. On a des espaces qui sont souvent mal configurés, donc je réexplique que lorsqu'on veut des entrepreneurs matures, quand on veut des salariés en télétravail, ils veulent des bureaux de concentration, des bureaux de confidentialité, donc plutôt des bureaux fermés et pas forcément des bureaux ouverts. Beaucoup d'erreurs ont été commises avec trop d'espaces ouverts. Par contre, l'hybridation de ces espaces avec des offices de tourisme, des pépinières, des espaces de vie sociale, ça fonctionne bien parce que ça permet effectivement de créer une belle dynamique, même si ça rend plus complexe la lisibilité et la visibilité de l'offre, d'où l'intérêt de rejoindre le réseau Relais Entreprises, puisque ça permet de se dire que dans un lieu qui s'appelle le Totem, par exemple, on a un espace dédié Relais Entreprises qui est effectivement destiné aux salariés en télétravail. Aujourd'hui, on a principalement, il ne faut pas se leurrer, hein, dans les utilisateurs des espaces de coworking, des auto-entrepreneurs, des petites entreprises ou des salariés détachés à 100%. On le verra après, ce ne sont pas des publics éligibles au principe du label bas carbone. De même qu'on a un phénomène qu'on appelle la traquance ou la workation en anglais dans le texte, qui sont des personnes qui vont dans des espaces de coworking lorsqu'ils sont en déplacement dans de la famille ou pendant leur période de vacances pour éviter de devoir faire une visio avec les enfants qui sont dans le gîte ou dérangés par la famille lorsqu'ils sont en week-end prolongé. On a encore très peu de télétravailleurs pendulaires, donc ceux qui pourraient être amenés à s'affranchir d'un déplacement pendulaire, mais sans pour autant se retrouver à domicile. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois une réticence au niveau des salariés qui souhaitent profiter du télétravail pour des motivations personnelles, et on scie un peu la branche sur laquelle on peut être assise en matière de télétravail, puisque ça amène la suspicion de l'employeur quant à la pertinence du télétravail, et des employeurs qui soit ne connaissent pas le proxy travail ou ne sont pas forcément prêts à prendre en charge le bureau en plus des espaces existants, parce que souvent les employeurs n'ont pas pu réduire leur surface de bureau, passer en flex office. Et donc ça a été aussi une des raisons qui nous a amené à identifier une source de revenus, une source de financement de ces loyers pour que l'utilisateur ne soit pas l'unique payeur. Relais Entreprise, donc au titre de son réseau, et vous voyez qu'on a une certaine légitimité maintenant, même si on est loin de notre objectif de couvrir l'ensemble des bassins de vie pour que chaque salarié puisse avoir un bureau à moins de 10 minutes de son domicile, mais on peut commencer à avoir suffisamment de légitimité pour mener un certain nombre d'actions, et on a notamment une action qui est engagée, qui est un courrier qui va être adressé aux présidents de région, présidents de département et présidents de métropole pour leur demander clairement de montrer l'exemple en autorisant leurs agents à télétravailler dans des espaces qui sont situés proches de là où habitent leurs agents. Et enfin, donc, la valorisation des kilomètres économisés, donc au cœur de cette présentation, est très peu connue et on est vraiment amené à faire un gros travail de pédagogie pour expliquer le principe du label bas carbone. Donc justement, donc prochaine diapo, si on fait un peu la balance entre l'intérêt du télétravail et par rapport à cette notion de télétravail, l'intérêt du proxy travail, l'intérêt de rejoindre un espace de proxy travail labellisé Relais d'entreprise, mais clairement, hein, on est sur le fait de pouvoir éviter le sentiment d'isolement et surtout ce mélange vie privée, vie professionnelle. Et cette défiance du manager. Donc on est, nous, assez convaincus, on commence à voir un certain nombre d'entreprises qui pensent que faire revenir les collaborateurs en présentiel à 100%, c'est prendre un risque énorme de ne pas avoir de bons collaborateurs. Par contre, effectivement, le proxy travail, donc le télétravail ailleurs qu'au domicile, dans des bureaux proches du domicile, c'est le bon compromis et c'est là-dessus qu'on va beaucoup nous miser. Donc la prochaine diapo pour effectivement rentrer dans le vif du sujet. On avait, nous, déjà un principe de valorisation
alors des kilowattheures non consommés, donc des litres de carburant non consommés dans le cadre d'une convention avec EDF, qui, comme tout obligé au certificat d'économie d'énergie, tout distributeur doivent mener des actions pour inciter la non-consommation d'énergie. Et donc EDF rachète les kilowattheures non consommés. Et en même temps, donc, on a obtenu le label bas carbone. Alors, pour faire le parallèle avec ce qui a été présenté juste avant, nous, on est dans une méthode qui a été labellisée au journal officiel au 1er septembre 2021. C'est nous qui avons, via un bureau d'études qui s'appelle Climat Local, déposé la méthode dans la catégorie transport. Et on est sur, non pas de la compensation par de la captation, hein, on est effectivement dans une logique de non-émission, hein, puisqu'on va valoriser les tonnes CO2 non émises. Et le principe étant le suivant, c'est qu'on a, et prochaine diapo donc, on a effectivement un principe qui est le tiers de confiance, qui va pouvoir confirmer que Monsieur Dupont, 2 jours par semaine, s'est rendu dans son espace de coworking plutôt que d'avoir pris la voiture pour se rendre dans la métropole qui est celle qu'il fréquente ou la ville dans laquelle il se rend quand il n'est pas en télétravail. Et donc, on a effectivement cette preuve et ça permet, nous, c'est l'objectif, hein, d'attirer des nouveaux usagers. Alors, c'est limité à des salariés qui font des déplacements pendulaires, un domicile-travail, maximum 3 jours par semaine. Au-delà de 3 jours par semaine, il a été considéré le fait que 4 jours par semaine, on pourrait considérer que la personne, c'est son lieu principal et qu'elle pourrait être très, très éloignée de son lieu d'emploi. Et bien sûr, ne sont pas concernés les 100% détachés, hein, donc ceux qui sont 100% remote, comme on le dit, ou et bien sûr les entrepreneurs. Voilà. Et donc, on a développé une plateforme qui s'appelle Valor. Et cette plateforme, donc prochaine diapo, permet de vraiment récupérer une info qui est importante, hein, c'est la distance économisée entre le domicile et le lieu habituellement fréquenté par le salarié, moins le domicile et le lieu, le tiers-lieu, donc l'espace coworking, l'espace de travail du réseau de l'entreprise. Et si ça se fait en vélo, c'est 100% d'économie. Pour vous donner une idée, un salarié qui, 2 jours par semaine, donc s'affranchit d'un déplacement pendulaire et qui habite à 30 km de son lieu d'emploi, ça représente à peu près 1 tonne par an. Aujourd'hui, la tonne CO2 se valorise, alors ça dépend effectivement de ceux qui sont prêts à la payer, mais on est aujourd'hui sur une tonne CO2 qui monte et on a retrouvé les plus de 80 € la tonne. Et combiné, nous, avec les certificats d'économie d'énergie, l'employeur récupère 100 € par an pour 2 jours de télétravail par semaine d'un salarié qui réside à 30 km. Alors, si le salarié habite à 60 km, forcément, l'employeur récupérer 200 €, puisque c'est l'employeur qui récupère cet argent-là. Et donc, c'est une façon de venir couvrir le loyer qui est supporté par l'employeur dans les espaces de coworking. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes. Donc on a développé cette plateforme qui est en cours d'expérimentation. On a plusieurs entreprises aujourd'hui qui ont clairement des salariés en télétravail dans des espaces du réseau Roule Entreprise et qui sont en train de tester la robustesse de cette plateforme puisqu'on a une donnée assez sensible à manier qui est l'adresse du domicile du salarié puisque c'est le point de départ de sa mobilité et c'est une donnée qu'on n'a pas le droit, nous, en tant qu'acteur extérieur, de connaître. Et donc, on a mis en place une plateforme qui anonymise cette information-là. Voilà pour présenter le principe. Et pour finir, parce que je vois que le timing est hyper serré, donc j'accélère, il est 12h31. Simplement un petit merci de ne pas fermer vos espaces avant de l'avoir reconfiguré. On voit trop de lieux qui, malheureusement, n'ont pas trouvé leur public parce que les actions n'ont pas été engagées. Et pour que le proxy travail se développe, c'est la problématique de la poule et l'œuf. Il faut qu'il y ait des lieux pour qu'il y ait un maximum de lieux qui correspondent à l'ensemble des bassins de vie des salariés des entreprises. Et bien sûr qu'il faut en ouvrir d'autres sans faire les erreurs d'avoir trop d'open space, de rejoindre le réseau pour profiter de la dynamique et de pouvoir profiter de toute cette capacité à pouvoir mutualiser des actions de communication et de ne pas hésiter à relayer le courrier à destination des régions, des départements, des métropoles. J'aurais pu mettre les ministères et les acteurs publics, tous les acteurs publics en tant qu'employeurs et de faire en sorte qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités territoriales en tant qu'employeurs.
Merci beaucoup. Merci à vous et globalement, merci à tous nos intervenants. C'était assez dense comme présentation. Vous avez vraiment respecté extrêmement bien les délais. Un grand bravo et un grand merci. Je ne sais pas s'il y a une question. Il y en a deux. Alors, c'est plutôt des questions pratiques sur à la fois pour la société forestière et pour Proxy Travail. La première, c'est pour les communes PVD qui seraient intéressées par la démarche Ville Arborée, comment vous contacter, par quel biais? Et il y aura la même question pour Relais d'entreprise également. Oui, parce qu'avec Thomas, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas mis nos coordonnées dans la présentation. Donc, soit on les met dans le chat, soit on les remet dans le support après. Je ne sais pas comment faire. Les deux. Les deux. Voilà. Voilà, donc on va mettre nos coordonnées dans le chat et dans le support. Mais merci pour la Ouais. question en tout cas et votre intérêt. J'ai également remis mon adresse mail et mon numéro de portable. Effectivement, pour la commune PVD qui est intéressée par le programme Proxy Travail, il y a une fenêtre de tir puisqu'il reste une place. Donc là, je suis dans les starting blocks pour vous expliquer le mode opératoire, mais tout est bien rodé maintenant. Il y avait une autre question, Thomas? Ou c'était uniquement des demandes de contact? Je crois que c'est un bon signe. Question Merci beaucoup, double. Marie-Charlotte. Puisqu'on a parfaitement respecté le timing, je ne vais pas être long pour conclure et simplement vous remercier de votre attention, vous redire l'espoir qu'on a de vous avoir aidé à peut-être connaître des dispositifs qui sont encore un peu confidentiels, si on peut dire, au moment où on en parle. Donc n'hésitez pas à vous saisir de tous ces nouveaux leviers pour réaliser vos projets, pour redynamiser vos territoires et inscrivez-vous à la newsletter pour bien être au courant des événements à venir et on sera heureux de vous retrouver en 2026 pour de nouvelles séquences aussi riches et denses et dans un timing maîtrisé. Merci beaucoup. Au revoir.